Le soleil se levait paresseusement sur l'hôpital Saint-Louis, ses rayons dorés s'infiltrant à travers les persiennes de la chambre 307. Élodie Mercier ajusta sa blouse blanche d'un geste machinal avant de pousser doucement la porte. La pièce était comme figée dans le temps, baignée dans une lumière tamisée et rythmée par le bip régulier des machines. Cela faisait maintenant 8 mois que cette chambre était devenue une partie essentielle de sa routine quotidienne. 8 mois qu'elle prenait soin de l'homme allongé sur ce lit, immobile, comme suspendu entre deux mondes. « Bonjour, monsieur Delorme », murmura-t-elle en s'approchant du lit avec un sourire, bien qu'elle sût pertinemment qu'il ne pouvait pas la voir. Gabriel Delorme, 42 ans, magnat de la finance et propriétaire de l'une des plus grandes fortunes de France, gisait dans un coma profond suite à un accident de voiture survenu en novembre dernier. Ses traits aristocratiques semblaient sculptés dans le marbre. Son visage, autrefois animé par l'ambition et le pouvoir, désormais serein dans son sommeil forcé. Seule sa poitrine se soulevait doucement, preuve ténue que la vie ne l'avait pas encore quitté. « J'espère que vous avez bien dormi. Nous avons un beau programme aujourd'hui », poursuivit-elle en ouvrant les rideaux, laissant entrer pleinement la lumière du jour. Élodie n'était pas censée s'attacher à ses patients. C'était la première règle qu'on lui avait enseignée à l'école d'infirmière. Pourtant, au fil des mois, elle avait développé une relation particulière avec cet homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. Peut-être était-ce parce qu'elle lui parlait chaque jour, lui racontant les petits riens qui composaient sa vie, les nouvelles du monde extérieur, ou lui lisant parfois des passages de ses livres préférés. Peut-être était-ce parce que, contrairement à sa réputation d'homme d'affaires impitoyable que décrivaient les journaux, il lui semblait vulnérable et solitaire dans ce grand lit d'hôpital. Ou peut-être était-ce simplement parce que, malgré les visites occasionnelles de son avocat et de quelques associés, personne ne semblait réellement se soucier de lui en tant qu'homme, et non en tant que fortune. Si vous appréciez le début de cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer. Votre soutien est précieux. Aujourd'hui, je vais vous raser, annonça-t-elle en préparant le nécessaire sur la table de chevet. Et ensuite, nous pourrons écouter un peu de musique. J'ai apporté du Debussy. Je ne sais pas si vous aimez la musique classique, mais les études montrent que c'est bénéfique pour les patients dans votre état. Elle parlait d'une voix douce et mélodieuse, comme si ses paroles pouvaient percer le voile épais qui séparait Gabriel du monde des conscients. Les médecins lui avaient expliqué que, bien que peu probable, il était possible que certains patients comateux puissent entendre ce qui se passait autour d'eux. Alors elle parlait, inlassablement pour combler le silence oppressant de la chambre, et qui sait, peut-être pour l'aider à retrouver le chemin vers la conscience. Avec des gestes précis et délicats, elle entreprit de raser la barbe qui avait poussé sur le visage de Gabriel. Ses doigts effleuraient sa peau avec précaution, suivant la courbe de sa mâchoire. C'était un rituel qu'elle accomplissait 2 fois par semaine et qui lui donnait l'impression de préserver sa dignité, malgré son état. « Vous savez, monsieur Delorme, je me demande souvent à quoi ressemblait votre vie avant l'accident, » confia-t-elle tout en rinçant le rasoir. « Les journaux parlent beaucoup de vos réussites professionnelles, de vos acquisitions, de votre empire financier, mais ils ne disent jamais rien sur l'homme que vous êtes vraiment. » Elle marqua une pause, observant son visage impassible. « Aviez-vous des passions, des rêves que l'argent ne pouvait pas acheter, des regrets peut-être ?» Dans le silence de la chambre, seul le bip régulier des machines lui répondait. Élodie soupira légèrement. C'était toujours ainsi, des monologues sans réponse. Pourtant, elle continuait de lui parler, jour après jour, comme si chacun de ses mots pouvait être une bouée de sauvetage lancée dans l'océan sombre où il était perdu. Après avoir terminé de le raser, elle nettoya son visage avec une serviette tiède, puis appliqua une lotion apaisante. « Voilà qui est mieux », dit-elle en reculant légèrement pour admirer son travail. « Vous êtes très élégant, monsieur Delorme. Je suis sûr que vous faisiez tourner bien des têtes dans vos costumes sur mesure. » Elle rangea le nécessaire de rasage, puis prépara le matériel pour la toilette quotidienne. C'était une tâche qu'elle accomplissait avec un profond respect pour l'intimité de son patient. Malgré ses années d'expérience, elle ne s'était jamais vraiment habituée à cette vulnérabilité exposée. Pour elle, chaque geste était empreint d'une sorte de révérence, une façon de reconnaître l'humanité qui persistait sous l'apparente absence. « Je vais maintenant procéder à votre toilette, comme d'habitude, » annonça-t-elle, « et ensuite, nous pourrons commencer notre séance de kinésithérapie passive. » Tandis qu'elle s'occupait méthodiquement de lui, Élodie laissa son esprit vagabonder. Elle repensa à sa propre vie,
si différente de celle de cet homme fortuné. Issue d'une famille modeste de la banlieue parisienne, elle avait dû travailler dur pour financer ses études d'infirmière. À 30 ans, elle vivait toujours dans un petit appartement qu'elle pouvait à peine se permettre, jonglant entre son travail à l'hôpital et des gardes supplémentaires pour joindre les deux bouts. Elle n'avait ni le temps ni l'énergie pour une relation amoureuse sérieuse, et ses rêves de voyage restaient confinés aux pages colorées des magazines qu'elle feuilletait pendant ses pauses. « Je me demande si vous réalisez la chance que vous avez, ou aviez, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Pouvoir faire ce que l'on veut quand on le veut. Ne jamais avoir à regarder le prix des choses, ne jamais devoir choisir entre payer le loyer ou s'offrir un petit plaisir. Elle secoua la tête, chassant ses pensées. « Mais je suppose que l'argent ne peut pas tout acheter, n'est-ce pas ? Il ne peut pas vous acheter la santé, ni l'amour véritable, ni vous sortir de ce lit. » Après avoir terminé la toilette, elle mobilisa doucement ses membres, effectuant les exercices de physiothérapie prescrits pour prévenir l'atrophie musculaire. Ses mains travaillaient avec assurance, pliant et étirant délicatement chaque articulation. « Vous savez, j'ai lu votre dossier médical, bien sûr, mais aussi quelques articles sur vous, » admit-elle tout en continuant les exercices. « Vous êtes décrit comme un homme sans pitié en affaires, quelqu'un qui n'hésite pas à écraser la concurrence. Certains vous appellent même le requin de la finance. » Elle fit une pause, observant son visage paisible. « C'est étrange, car je n'arrive pas à voir ce requin quand je vous regarde maintenant. Je vois juste un homme, vulnérable comme n'importe qui d'autre. » Une fois les exercices terminés, elle vérifia ses constantes et ajusta la perfusion. Tout était stable, comme toujours. Les médecins étaient pessimistes quant à ses chances de réveil, mais Élodie refusait de perdre espoir. Elle avait vu des patients se réveiller après des mois, parfois même des années de coma. Certes, c'était rare, mais pas impossible, et quelque chose au fond d'elle-même lui disait que Gabriel Delorme n'était pas le genre d'homme à abandonner facilement. Elle s'assit sur la chaise à côté du lit et sortit un livre de son sac. « Aujourd'hui, je vous ai apporté Le Comte de Monte Cristo », annonça-t-elle en ouvrant le volume à l'endroit où elle s'était arrêtée la veille. « Je pense que vous pourriez apprécier cette histoire de revanche et de rédemption. Et puis, Edmond Dantès me fait un peu penser à vous, d'une certaine façon. Un homme puissant, mystérieux, avec un passé complexe. » Elle s'éclaircit la voix et commença à lire d'une voix claire. Pendant près d'une heure, elle lut, donnant vie aux mots de Dumas dans la chambre silencieuse. C'était l'un de ses moments préférés de la journée, cette parenthèse littéraire, où elle pouvait s'évader et, espérait-elle, emmener Gabriel avec elle dans ses voyages imaginaires. Parfois, elle jurait voir ses paupières frémir légèrement au son de sa voix, mais les médecins lui avaient expliqué qu'il s'agissait probablement de simples réflexes involontaires, sans signification réelle. Lorsqu'elle referma finalement le livre, le soleil était déjà haut dans le ciel. « Je dois y aller maintenant. »« Monsieur Delorme, » dit-elle en se levant, « j'ai d'autres patients qui m'attendent, mais je reviendrai cet après-midi pour vos médicaments. » Elle rangea le livre dans son sac et ajusta une dernière fois les oreillers. Puis, dans un geste qui était devenu une habitude, dont elle n'avait même plus conscience, elle posa délicatement sa main sur la sienne. « À plus tard, Gabriel, » murmura-t-elle, utilisant pour une fois son prénom. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelque part, dans les profondeurs, de son esprit endormi, Gabriel Delorme entendait. Pas toujours, pas clairement, mais parfois certains mots, certains sons perçaient le brouillard épais qui l'enveloppait. Et parmi tous ces fragments disparates qui flottaient jusqu'à lui, la voix d'Élodie était la plus constante, la plus réconfortante. Un phare dans l'obscurité où il était piégé. Les jours passèrent, suivant toujours le même rituel. Chaque matin, Élodie venait s'occuper de Gabriel, lui parlant de tout et de rien, lui lisant des passages de livres, ou lui racontant les nouvelles du monde extérieur. Elle lui avait parlé de sa famille, de ses amis, de son chat capricieux nommé Oscar, de ses espoirs et de ses craintes. Des confidences qu'elle n'aurait jamais faites à un homme conscient, surtout pas à un homme comme lui, mais qui coulaient naturellement dans cette étrange intimité unilatérale. Un matin de juillet, presque 9 mois après l'accident, Élodie entra dans la chambre avec un bouquet de lavande fraîchement coupé. « Bonjour, monsieur Delorme », salua-t-elle comme à son habitude. « J'ai pensé que vous aimeriez un peu de couleur et de parfum dans cette chambre. La lavande est censée avoir des propriétés apaisantes. » Elle plaça les fleurs dans un vase sur la table de chevet, puis ouvrit les rideaux, laissant entrer la lumière dorée du soleil d'été. « Il fait un temps magnifique aujourd'hui », commenta-t-elle en s'approchant du lit.
Le genre de journée où l'on voudrait être dehors, à profiter du soleil. Elle vérifia les constantes et ajusta la perfusion, des gestes devenus automatiques avec le temps. Vous savez, je me disais que lorsque vous vous réveillerez, parce que je suis sûr que vous vous réveillerez un jour, vous pourriez avoir envie de redécouvrir les plaisirs simples de la vie. Sentir la chaleur du soleil sur votre peau, écouter le chant des oiseaux, goûter à un bon repas. Elle s'interrompit, se rendant compte qu'elle parlait comme si son réveil était une certitude, alors que les médecins avaient pratiquement abandonné tout espoir. Elle soupira légèrement et commença sa routine habituelle, lui parlant doucement tout en procédant à sa toilette. « J'ai reçu une carte postale de ma sœur hier, raconta-t-elle. Elle est en vacances en Grèce avec son mari. Les photos qu'elle m'a envoyées sont magnifiques. Des plages de sable blanc, une mer turquoise. J'aimerais tant pouvoir voyager comme ça un jour. » Elle fit une pause, ses mains s'immobilisant un instant. « C'est idiot, n'est-ce pas? Je passe mon temps à prendre soin des autres, mais je ne sais pas vraiment prendre soin de moi, ni vivre pleinement. » Après avoir terminé la toilette, elle entreprit les exercices de mobilisation passive, étirant délicatement ses membres pour maintenir leur souplesse. « Vous avez de jolies mains, vous savez, » observa-t-elle en manipulant ses doigts. « Des mains d'artiste, pas de financier. Je me demande si vous jouiez d'un instrument de musique. Du piano, peut-être ?» Elle continua à parler, mêlant questions et observations, créant une conversation qui n'en était pas vraiment une. « J'ai apporté un nouveau livre aujourd'hui, » annonça-t-elle une fois les exercices terminés. « C'est une traduction de 100 ans de solitude de Garcia Marquez. C'est un chef-d'œuvre du réalisme magique. J'espère que cela vous plaira. » Elle s'installa confortablement dans le fauteuil à côté du lit et ouvrit le livre. Mais avant de commencer à lire, elle s'arrêta et regarda Gabriel avec une expression étrange, presque mélancolique. « Vous savez, c'est ridicule, mais parfois j'ai l'impression que nous nous connaissons vraiment, vous et moi, » avoua-t-elle à mi-voix, comme si toutes ces heures passées ensemble avaient créé une sorte de lien. « Je me surprends même à penser à vous quand je ne suis pas à l'hôpital, à me demander ce que vous aimeriez, ce qui vous ferait plaisir. » Elle secoua la tête, gênée par sa propre confession. « Je suis désolé, c'est très peu professionnel de ma part. Je devrais garder une distance émotionnelle appropriée. » Elle ouvrit le livre et commença à lire, se laissant peu à peu emporter par la magie des mots de Garcia Marquez. Sa voix résonnait doucement dans la chambre, créant une bulle d'intimité qui les isolait du reste du monde. Les heures s'écoulèrent, marquées uniquement par le bip régulier des moniteurs et le bruissement des pages que l'on tourne. Ce jour-là, quelque chose était différent, bien qu'Élodie ne puisse pas exactement dire quoi. Peut-être était-ce la qualité de la lumière qui baignait la chambre, ou le parfum de la lavande qui parfumait l'air, ou simplement son imagination qui lui jouait des tours. Mais elle aurait juré que Gabriel semblait plus présent, d'une certaine façon. Comme si le voile qui le séparait du monde des conscients s'était légèrement aminci. Lorsqu'elle eut terminé sa lecture, elle rangea le livre et se leva pour partir. Comme toujours, elle posa sa main sur la sienne dans un geste d'au revoir. « À demain, Gabriel », murmura-t-elle. Et c'est alors que cela se produisit. Un mouvement infime, presque imperceptible. Les doigts de Gabriel avaient bougé sous les siens. Élodie se figea, le cœur battant à tout rompre. Avait-elle rêvé? Était-ce simplement un réflexe involontaire, comme les médecins l'avaient si souvent expliqué? « Monsieur Delorme » appela-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un chuchotement. « Gabriel, pouvez-vous m'entendre » Rien, aucune réponse, aucun mouvement. Juste le silence habituel ponctué par le bip monotone des machines. Élodie retint son souffle, scrutant intensément le visage immobile de Gabriel, à la recherche du moindre signe de conscience. Mais il restait figé dans son expression sereine, apparemment inconscient de l'émoi qu'il venait de provoquer. Après quelques minutes d'observation, Élodie se résigna à admettre qu'elle avait probablement imaginé ce mouvement. L'espoir pouvait jouer de bien cruels tours. Elle soupira profondément et se dirigea vers la porte, le cœur lourd de déception. « À demain, monsieur Delorme », dit-elle une dernière fois avant de quitter la chambre. Cette nuit-là, Élodie eut du mal à trouver le sommeil. L'image des doigts de Gabriel, bougeant sous les siens, ne cessait de hanter son esprit. Et si ce n'était pas son imagination? Et s'il était réellement en train de se réveiller après tous ces mois? L'idée la remplissait à la fois d'espoir et d'une étrange appréhension. Que se passerait-il si Gabriel Delorme, le requin de la finance, l'homme aux millions d'euros, revenait parmi les vivants? Reconnaîtrait-il sa voix? Se souviendrait-il des innombrables heures qu'elle avait passées à lui parler
à lui lire des livres, à lui confier des fragments de sa vie. Elle se tourna et se retourna dans son lit, incapable de chasser ses pensées. Oscar, son chat, vint se blottir contre elle, comme s'il sentait son trouble. Elle caressa distraitement sa fourrure tigrée, trouvant un certain réconfort dans la chaleur et le ronronnement de l'animal. « Tu crois qu'il va se réveiller, Oscar ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. Le chat lui répondit par un ronronnement plus fort, ce qu'elle choisit d'interpréter comme un oui. « Et tu crois que ce sera une bonne chose ?» Cette fois, Oscar se contenta de cligner lentement des yeux, laissant la question sans réponse. Le lendemain matin, Élodie arriva à l'hôpital avec un mélange d'anticipation et d'anxiété. Elle se rendit directement à la chambre 307, son cœur battant un peu plus vite que d'habitude. En poussant la porte, elle fut accueillie par la vue familière de Gabriel, immobile dans son lit exactement comme elle l'avait laissé la veille. Une partie d'elle-même avait espéré irrationnellement qu'il serait réveillé, assis dans son lit, l'attendant. « Bonjour, monsieur Delorme », dit-elle en s'efforçant de garder un ton léger. « J'espère que vous avez passé une bonne nuit. » Elle s'approcha du lit et commença sa routine habituelle, vérifiant les constantes, ajustant la perfusion, ouvrant les rideaux pour laisser entrer la lumière du jour. Mais ses gestes étaient moins assurés que d'habitude, et elle ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs vers le visage de Gabriel, guettant le moindre signe de conscience. « Je n'ai pas très bien dormi cette nuit », confia-t-elle, tout en préparant le nécessaire pour la toilette. « Je n'arrêtais pas de penser à vous, à ce qui s'est passé hier. » Elle hésita un instant, puis décida de poursuivre. « J'ai cru que vous aviez bougé les doigts. C'était probablement mon imagination, mais cela m'a fait réfléchir à ce que ce serait si vous vous réveilliez. » Elle commença à le laver avec des gestes doux et précis, continuant à lui parler comme si de rien n'était. « Vous savez, les médecins disent que c'est peu probable, que plus le temps passe, plus les chances diminuent. Mais je refuse de perdre espoir. Il y a des cas de patients qui se sont réveillés après des années de coma. » Elle s'interrompit, réalisant qu'elle parlait plus pour se rassurer elle-même que pour lui. Après la toilette, elle entreprit les exercices de mobilisation, manipulant ses membres avec une attention redoublée, scrutant chaque muscle, chaque articulation, à la recherche du moindre tressaillement volontaire. Mais rien ne se produisit. Gabriel restait aussi inerte qu'une poupée de chiffon entre ses mains expertes. « Je me demande à quoi vous pensez, là où vous êtes, » murmura-t-elle tout en pliant et dépliant son bras droit. « Est-ce comme un long rêve ou comme rien du tout? Entendez-vous ma voix, même de façon lointaine ?» Elle soupira, consciente qu'elle ne recevrait pas de réponse. « J'aimerais tellement savoir si mes paroles vous atteignent, si elles vous aident d'une manière ou d'une autre. » Une fois les exercices terminés, elle s'assit dans le fauteuil à côté du lit et sortit le livre qu'elle avait commencé la veille. « On continue 100 ans de solitude aujourd'hui », annonça-t-elle en retrouvant la page où elle s'était arrêtée. « Vous vous souvenez où nous en étions ?» Elle commença à lire, sa voix douce emplissant la chambre. Mais après quelques paragraphes, elle s'interrompit brusquement. « Vous savez quoi? J'ai envie de faire quelque chose de différent aujourd'hui, » décida-t-elle en refermant le livre. « Il fait tellement beau dehors. Je me demandais, peut-être que vous aimeriez sentir un peu d'air frais ?» Elle se leva et ouvrit la fenêtre, laissant entrer une brise légère qui fit danser les rideaux. « Voilà qui est mieux, n'est-ce pas ?» dit-elle en revenant vers le lit. « On peut entendre les oiseaux et sentir le parfum des tilleuls en fleurs dans le parc. » Élodie resta un moment silencieuse, écoutant les sons de la vie qui continuaient au dehors. Puis, dans un geste spontané qui la surprit elle-même, elle prit la main de Gabriel dans la sienne. « Je sais que vous êtes là quelque part, » dit-elle doucement, « et je veux que vous sachiez que je vous attends, que je serai là quand vous reviendrez. » Et c'est alors que cela se produisit à nouveau. Un mouvement léger mais indéniable cette fois. Les doigts de Gabriel se refermèrent légèrement autour des siens, dans un geste qui ne pouvait être un simple réflexe. Le cœur d'Élodie fit un bond dans sa poitrine. « Gabriel » appela-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Gabriel, si vous m'entendez, essayez de serrer ma main à nouveau. » Les secondes s'écoulèrent, interminables. Puis, lentement, les doigts de Gabriel exercèrent une pression sur les siens. Faible, hésitante, mais bien réelle. « Oh mon Dieu !» souffla Élodie, les larmes aux yeux. « Vous êtes là. Vous m'entendez. » Elle pressa le bouton d'appel d'urgence de sa main libre, sans lâcher celle de « Gabriel. Je vais chercher le médecin. Ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. » Quelques minutes plus tard, le docteur Laurent, neurologue en chef, examinait Gabriel avec une attention minutieuse. Il vérifia ses réflexes, la dilatation de ses pupilles,
sa réaction aux stimuli douloureux. Élodie se tenait en retrait, observant chaque geste avec une anxiété palpable. Il y a définitivement des signes d'amélioration de l'état de conscience, conclut finalement le médecin en se redressant. Les réflexes sont plus vifs et il semble réagir à certains stimuli de manière plus cohérente. Mais il est encore trop tôt pour parler de réveil à proprement parler. Mais il a serré ma main, insista Élodie. 2 fois. Ce n'était pas un réflexe. Le docteur Laurent lui adressa un regard empreint de compassion professionnelle. Mademoiselle Mercier, je comprends votre optimisme et je ne nie pas qu'il y ait des signes encourageants. Mais nous devons rester prudents. Ce type de mouvement peut être un réflexe complexe, sans véritable conscience derrière. Alors que faisons-nous maintenant ? Demanda Élodie, déçue par la réaction mesurée du médecin. Nous allons augmenter la fréquence des examens neurologiques, mettre en place une surveillance accrue et peut-être envisager quelques tests supplémentaires, répondit-il. Et bien sûr, nous devons informer sa famille. Il n'a pas de famille, rappela Élodie. Seulement son avocat et quelques associés. Dans ce cas, nous contacterons son avocat, décida le docteur Laurent. En attendant, continuez vos soins habituels. Et si vous observez d'autres signes de réveil, n'hésitez pas à m'appeler immédiatement. Après le départ du médecin, Élodie se retrouva seule avec Gabriel. Elle s'approcha du lit et reprit sa main dans la sienne. « Je sais que vous êtes là », murmura-t-elle avec conviction. « Et je ne laisserai personne me dire le contraire. Prenez votre temps, Gabriel. Je serai là, à chaque étape du chemin. » Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Élodie passait chaque moment libre dans la chambre de Gabriel, guettant le moindre signe de conscience. Les médecins avaient intensifié les examens, mais leurs conclusions restaient prudentes. Des signes d'amélioration, disait-il, mais encore loin d'un réveil complet. L'avocat de Gabriel, maître Fournier, un homme austère aux tempes grisonnantes, était venu dès qu'il avait été informé de l'évolution de l'état de son client. Il avait longuement discuté avec les médecins, posé des questions sur les probabilités, les délais, les conséquences possibles, des questions pratiques, financières, légales. Pas une seule fois il n'avait demandé si Gabriel souffrait, s'il était conscient de ce qui lui arrivait, s'il avait peur ou s'il se sentait seul. Élodie l'avait observé avec une antipathie grandissante. Pour cet homme, Gabriel n'était qu'un dossier, un ensemble de contrats et de procurations, un empire financier à préserver. Pas un être humain vulnérable. Un matin, alors qu'elle procédait à la toilette de Gabriel, elle remarqua quelque chose de différent. Ses paupières frémissaient légèrement, comme s'il essayait d'ouvrir les yeux. Son cœur s'accéléra. « Gabriel » appela-t-elle doucement. « Gabriel, vous m'entendez ? Si vous m'entendez, essayez d'ouvrir les yeux. » Les paupières de Gabriel continuèrent à tressaillir, puis, dans un effort qui semblait surhumain, elles se soulevèrent légèrement. Un mince croissant d'iris bleu apparut, voilé et confus, mais indéniablement conscient. « Oh mon Dieu !» souffla Élodie, les larmes aux yeux. « Vous êtes réveillé, vous êtes vraiment réveillé. » Les yeux de Gabriel papillonnèrent, comme éblouis par la lumière, puis se fixèrent sur son visage. Il y avait de la confusion dans ce regard, mais aussi quelque chose d'autre. Une reconnaissance, peut-être ? « C'est moi, Élodie, » dit-elle doucement. « Je suis votre infirmière. Je m'occupe de vous depuis votre accident. » Les lèvres de Gabriel s'entr'ouvrirent, comme s'il essayait de parler, mais aucun son ne sortit. Sa gorge, inutilisée depuis si longtemps, refusait de coopérer. « Ne vous forcez pas », conseilla Élodie en pressant le bouton d'appel d'urgence. « Je vais chercher le médecin. Reposez-vous, tout va bien se passer. » Elle s'apprêtait à quitter la chambre quand un bruit la figea sur place. Un murmure à peine audible, rauque comme du papier de verre. La voix de Gabriel, utilisée pour la première fois depuis 9 mois. Et l'eau dit... Elle se retourna lentement, n'osant croire ce qu'elle venait d'entendre. « Vous connaissez mon nom ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Les lèvres de Gabriel s'étirèrent en ce qui ressemblait vaguement à un sourire fatigué, douloureux, mais un sourire tout de même. Puis ses paupières se refermèrent, comme si ce simple effort l'avait épuisé. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activité. Le docteur Laurent, alerté par l'appel d'Élodie, arriva rapidement, suivi par une équipe de spécialistes. Gabriel fut soumis à une batterie de tests, IRM, électroencéphalogramme, examen neurologique approfondi. Élodie fut écartée de la chambre, renvoyée à ses autres tâches avec des félicitations pour sa vigilance, mais exclue du processus médical proprement dit. Ce n'est qu'en fin de journée
qu'elle put enfin retourner auprès de Gabriel. Il était à nouveau endormi, mais d'un sommeil naturel cette fois, et non plus du sommeil artificiel du coma. Les machines qui l'entouraient avaient changé, adaptées à son nouvel état. Le docteur Laurent l'attendait dans la chambre, consultant le dossier médical avec une expression qui oscillait entre l'étonnement et la satisfaction professionnelle. « C'est assez remarquable », admit-il lorsqu'Élodie entra. Monsieur Delorme semble avoir conservé une bonne partie de ses fonctions cognitives, malgré la durée du coma. Bien sûr, il est encore trop tôt pour évaluer l'étendue des séquelles, mais les premiers signes sont encourageants. « Il a dit mon nom », murmura Élodie, encore sous le choc de cette révélation. « Comment est-ce possible? Je veux dire, je lui parlais tous les jours, mais je ne pensais pas qu'il pouvait vraiment m'entendre, me comprendre. » Le docteur Laurent hocha la tête d'un air pensif. « C'est un phénomène que nous observons parfois. Certains patients comateux conservent une forme de conscience, de perception de leur environnement. Ils entendent, ils ressentent, même s'ils ne peuvent pas réagir. C'est pourquoi nous encourageons toujours les proches à parler aux patients, à maintenir ce lien. Alors, tout ce temps, il m'entendait ? La question d'Élodie était à peine plus qu'un souffle, empreinte d'une étrange vulnérabilité. Elle repensa à toutes ces heures passées à lui parler, à lui confier des fragments de sa vie, des pensées qu'elle n'aurait jamais partagées avec lui s'il avait été conscient. Peut-être pas tout, tempéra le médecin. La conscience, dans ces cas-là, est souvent intermittente, fragmentée. Il a probablement perçu votre voix comme une présence rassurante, un point d'ancrage dans son isolement. Quant à se souvenir précisément de ce que vous lui disiez, il haussa les épaules, laissant la question en suspens. Élodie hocha lentement la tête, partagée entre le soulagement et l'embarras. Une partie d'elle-même était heureuse de penser que ses paroles avaient pu l'aider, lui apporter un certain réconfort dans sa solitude, mais une autre partie ne pouvait s'empêcher de se demander ce dont il se souvenait exactement. Lui avait-elle fait des confidences trop personnelles? Avait-elle parfois dépassé les limites de ce qui était professionnel? Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-elle pour chasser ses pensées. Une longue période de rééducation, répondit le docteur Laurent. Monsieur Delorme va devoir réapprendre beaucoup de choses, à parler correctement, à utiliser ses muscles, peut-être même à effectuer certaines tâches quotidiennes, selon l'étendue des dommages neurologiques. C'est un processus qui prend du temps et qui nécessite beaucoup de patience, de la part du patient comme de l'équipe médicale. Il consulta sa montre puis ajouta « Son avocat a été informé. Il devrait arriver d'ici 1 heure. En attendant, je vous conseille de rentrer chez vous, mademoiselle Mercier. Vous avez eu une journée émotionnellement chargée et vous avez besoin de repos. » Élodie acquiesça distraitement, mais son regard restait fixé sur Gabriel. « Puis-je rester encore un peu, juste au cas où il se réveillerait à nouveau ?» Le docteur Laurent lui adressa un sourire indulgent. « Juste quelques minutes, alors. Mais n'oubliez pas que vous avez d'autres patients qui ont besoin de vous. » Après le départ du médecin, Élodie s'approcha du lit de Gabriel et l'observa attentivement. Son visage avait changé, subtilement, mais indéniablement. Il n'avait plus cette immobilité marmoréenne des mois de coma. Ses traits étaient plus détendus, plus vivants, malgré le sommeil. Sa respiration était plus profonde, plus régulière. Il était revenu, pas complètement, pas encore, mais il avait franchi la frontière invisible qui séparait l'absence de la présence. « Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre maintenant, » murmura-t-elle, « mais je voulais vous dire que je suis tellement heureuse que vous soyez revenu. Vous nous avez fait peur, vous savez. » Elle s'interrompit, puis ajouta avec un petit rire nerveux, « Enfin, je suppose que vous étiez encore plus effrayé que nous. » Elle hésita un instant, puis effleura doucement sa main du bout des doigts. « Je vais devoir partir maintenant, mais je reviendrai demain comme toujours. Et peut-être que cette fois, nous pourrons avoir une vraie conversation, même brève. » En quittant la chambre, Élodie croisa Maître Fournier qui arrivait, accompagné d'un autre homme en costume sombre qu'elle n'avait jamais vu. L'avocat la salua d'un bref signe de tête, mais son attention était déjà ailleurs, focalisée sur les implications juridiques et financières du réveil de son client. Élodie ressentit une bouffée d'irritation. Ces hommes ne voyaient en Gabriel qu'un portefeuille d'actions, un empire à gérer, des contrats à honorer. Pas l'être humain vulnérable qui luttait pour retrouver sa place dans le monde. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Élodie ne parvenait pas à trouver le sommeil. Son esprit tourbillonnait de questions sans réponse. Comment serait Gabriel maintenant qu'il était éveillé? Se souviendrait-il de tout ce qu'elle lui avait dit pendant ces longs mois?
Et surtout, comment allait évoluer leur relation? Jusqu'à présent, elle avait été son infirmière, sa confidente, sa voix dans le silence. Mais maintenant qu'il était conscient, qu'il pouvait parler et interagir, tout allait changer. Oscar, sentant son agitation, vint se pelotonner contre elle, ronronnant doucement. Elle le caressa distraitement, trouvant un certain réconfort dans cette présence chaleureuse. « Tu te souviens de toutes les choses que je t'ai racontées sur lui ?» murmura-t-elle au chat. « Je lui ai parlé de toi, tu sais, de tes escapades nocturnes, de ton amour pour le thon en boîte, de la façon dont tu t'endors toujours sur mes livres quand j'essaie de lire. » Elle sourit dans l'obscurité, imaginant la réaction de Gabriel s'il se souvenait de ces anecdotes triviales. Un homme comme lui, habitué à diriger des empires financiers, à négocier des contrats de millions d'euros, que penserait-il de ces fragments de vie ordinaire qu'elle avait partagés avec lui? « J'imagine qu'il va rire de moi, » soupira-t-elle. Oscar se contenta de ronronner plus fort, comme pour lui assurer que non, personne ne se moquerait d'elle pour avoir été simplement humaine. Le lendemain matin, Élodie arriva à l'hôpital avec une appréhension inhabituelle. Pour la première fois depuis 9 mois, elle redoutait presque d'entrer dans la chambre 307. Que dirait-elle à Gabriel maintenant qu'il pouvait lui répondre? Comment devrait-elle se comporter avec lui? Comme avec n'importe quel patient, professionnel et détaché, ou en reconnaissant cette étrange intimité qui s'était développée durant les mois de coma? Elle prit une profonde inspiration devant la porte, puis entra avec son assurance professionnelle habituelle. « Bonjour, monsieur Delorme », dit-elle d'une voix claire et mesurée. « Comment vous sentez-vous ce matin ?» Gabriel était éveillé, son lit légèrement relevé pour qu'il puisse être en position semi-assise. Il tourna lentement la tête vers elle quand elle entra, ses yeux bleus encore voilés par la fatigue, mais indéniablement attentifs. Il y avait quelque chose de désarmant dans ce regard, une vulnérabilité que les photos de magazines financiers n'avaient jamais capturée. « Et Lodi » articula-t-il avec difficulté, sa voix encore rauque d'avoir été si longtemps inutilisée. Elle sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Il se souvenait encore d'elle, de son nom. « Oui, c'est moi », confirma-t-elle en s'approchant du lit. « Je suis contente de vous voir éveillé. Comment vous sentez-vous » Gabriel tenta de répondre, mais les mots semblaient se bousculer dans sa gorge, refusant de sortir correctement. La frustration se lisait clairement sur son visage. « Ne vous forcez pas », conseilla doucement Élodie. « Votre voix a besoin de temps pour revenir. Nous avons tout le temps du monde. » Elle vérifia les constantes sur les moniteurs, ajusta la perfusion, des gestes professionnels qui lui donnaient une contenance qui la ramenait sur un terrain familier. « Je vais devoir faire votre toilette comme d'habitude », expliqua-t-elle. « Mais cette fois, vous pourrez peut-être m'aider un peu. » Pendant qu'elle préparait le nécessaire, elle continuait à parler pour combler le silence qui semblait soudain gênant. Le docteur. « Laurent est très satisfait de votre progression. Bien sûr, il y aura une longue période de rééducation, mais les premiers signes sont encourageants. » Elle s'interrompit, remarquant l'intensité avec laquelle Gabriel la regardait, comme s'il essayait de résoudre une énigme complexe. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, soudain inquiète. Gabriel secoua légèrement la tête, puis, dans un effort visible, il articula « Votre voix, ma voix !» répéta Élodie, perplexe. « Je la connais ?» Les mots sortaient avec difficulté, mais la détermination dans ses yeux était claire. Depuis longtemps, Élodie sentit une vague d'émotion la submerger. Alors il avait vraiment entendu. Pendant tous ces mois, ses paroles l'avaient atteint, quelque part dans les profondeurs où il était piégé. « Oui, » murmura-t-elle, « je vous parlais tous les jours. Je n'étais pas sûr que vous puissiez m'entendre. » Un faible sourire étira les lèvres de Gabriel. « Des livres » articula-t-il. Lentement, « Vous lisiez ?»« Oui, » confirma-t-elle, étonnée par la précision de ses souvenirs. « Je vous lisais des livres. Le Comte de Monte Cristo, 100 ans de solitude. Vous vous en souvenez ?» Il hocha légèrement la tête, puis essaya de dire autre chose, mais les mots refusaient de sortir correctement. La frustration assombrit à nouveau son regard. « Ne vous inquiétez pas », le rassura Élodie. « Ça va revenir petit à petit. Pour l'instant, reposez-vous et laissez-moi m'occuper de vous. » Elle procéda à sa toilette avec les mêmes gestes attentifs et délicats que d'habitude. Mais cette fois, l'expérience était fondamentalement différente. Gabriel était présent, conscient de ce qu'elle faisait. Elle pouvait sentir son regard suivre chacun de ses mouvements, et cela la rendait étrangement nerveuse, presque maladroite. « Je fais ça depuis des mois »,
expliqua-t-elle pour rompre le silence. « Mais c'est la première fois que vous êtes, vraiment là. Ça me fait un peu bizarre pour être honnête. » Gabrielle émit un son qui ressemblait à un petit rire, bien que rauque et faible. C'était la première fois qu'elle l'entendait rire, et ce son, si inattendu, la fit sourire en retour. « Je... aussi... » parvint-il à articuler. « Bizarre. » Élodie rit doucement. « J'imagine, oui. Un jour, vous êtes en train de... je ne sais pas, de signer un contrat de plusieurs millions, et le lendemain, vous vous réveillez 9 mois plus tard avec une inconnue qui vous fait la toilette. »« Pas inconnue, » corrigea Gabrielle avec effort. « Élodie. » Elle s'immobilisa un instant, touchée par la simplicité de cette affirmation. « Non, pas une inconnue, » admit-elle doucement. « Plus maintenant. » Le reste de la matinée se déroula dans un étrange mélange de familiarité et de nouveauté. Élodie accomplit ses tâches habituelles, mais avec la conscience aiguë d'être observée, d'interagir avec un homme qui n'était plus seulement un corps à soigner, mais une présence, une personnalité qui émergeait lentement de l'obscurité. Gabrielle ne parlait pas beaucoup, les mots lui venant encore avec difficulté, mais ses yeux étaient expressifs, vivants. Parfois, il esquissait un geste, comme pour l'aider ou lui indiquer quelque chose, et bien que ses mouvements fussent encore faibles et imprécis, Élodie était impressionnée par sa détermination. Vers midi, alors qu'elle s'apprêtait à partir pour sa pause déjeuner, Gabrielle l'arrêta d'un faible mouvement de la main. « Merci », articula-t-il, clairement, comme s'il avait économisé ses forces pour ce mot précis. « De rien », répondit Élodie, sincèrement touchée. « C'est mon travail, vous savez. » Il secoua légèrement la tête comme pour indiquer que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. « Pour tout », précisa-t-il avec effort. « Pour parler, pour rester. » Élodie sentit sa gorge se nouer. « Je reviens cet après-midi, » promit-elle. « Reposez-vous en attendant. Vous avez beaucoup travaillé ce matin. » En sortant de la chambre, elle croisa le docteur Laurent qui s'apprêtait à entrer. « Comment va notre miraculé ?» demanda-t-il avec un sourire. « Étonnamment bien, » répondit Élodie. « Il parle un peu, il comprend tout ce qu'on lui dit, et il se souvient de choses, de moi qui lui lisais des livres pendant son coma. » Le médecin hocha la tête, visiblement impressionné. « C'est remarquable, en effet, mais ne vous faites pas trop d'illusions, mademoiselle Mercier. Le chemin vers une récupération complète sera long et difficile. Il y aura des hauts et des bas, des moments de progrès et des périodes de stagnation, voire de régression. Je comprends, » acquiesça Élodie. « Mais il est déjà revenu de si loin. »« C'est vrai, » admit le docteur Laurent. « Et votre présence, votre voix, ont sans doute joué un rôle important dans ce processus. Vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli. » Élodie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine à ces mots. Elle avait fait une différence. Elle avait peut-être même aidé à ramener Gabriel de cet endroit sombre où il était piégé. Cette pensée l'accompagna tout au long de sa pause déjeuner, comme un petit feu réconfortant au creux de son être. Lorsqu'elle revint dans l'après-midi, elle trouva Gabriel endormi. Le sommeil après un coma n'était pas rare. Le cerveau avait besoin de temps pour se réadapter, pour assimiler le flot d'informations qui lui parvenaient à nouveau. Elle s'installa silencieusement dans le fauteuil à côté du lit, sortit un livre de son sac, un recueil de poèmes de Prévert qu'elle avait apporté aujourd'hui, et commença à lire pour elle-même, attendant qu'il se réveille naturellement. Au bout d'une vingtaine de minutes, Gabriel commença à s'agiter dans son sommeil, ses paupières frémissant légèrement avant de s'ouvrir. Il regarda autour de lui d'un air désorienté pendant quelques secondes, puis son regard se posa sur Élodie et il sembla se détendre. « Vous êtes revenu » constata-t-elle avec un sourire. « Comment vous sentez-vous »« Fatigué » répondit-il, sa voix un peu plus claire qu'auparavant. « Mais mieux. C'est normal d'être fatigué » le rassura-t-elle. « Votre corps et votre esprit ont besoin de temps pour se réadapter. » Elle lui montra le livre qu'elle tenait. « J'ai apporté de la poésie aujourd'hui. »« Prévert, je ne sais pas si vous aimez. » Gabriel esquissa un faible sourire. « J'aimais avant, » dit-il. « Peut-être maintenant aussi. » Élodie ouvrit le recueil à une page qu'elle avait marquée. Celle-ci s'appelle « Les feuilles mortes ». C'est l'une de mes préférées. Elle commença à lire doucement, donnant vie aux mots du poète dans le silence paisible de la chambre. La voix d'Élodie était douce et mélodieuse, parfaitement adaptée à la mélancolie tendre des vers. Gabriel l'écoutait, attentivement, les yeux mi-clos, comme absorbé par la musicalité des mots. Lorsqu'elle eut terminé, un silence confortable s'installa entre eux. Puis Gabriel murmura « Belle voix. Merci. »
répondit Élodie, légèrement embarrassée par le compliment. J'ai toujours aimé lire à haute voix. Quand j'étais petite, je lisais des histoires à ma sœur avant de dormir. Vous avez une sœur ? Demanda Gabriel, son articulation s'améliorant progressivement. Oui, Mathilde. Elle est plus jeune que moi, de 3 ans. Elle vit à Lyon avec son mari. Ils attendent leur premier enfant. Élodie s'arrêta brusquement, réalisant qu'elle recommençait à partager des détails personnels comme elle l'avait fait pendant des mois, par habitude. « Je suis désolé, je ne devrais pas vous ennuyer avec ma vie privée. »« Non, » protesta faiblement Gabriel. « J'aime, écoutez, votre vie, intéressante. » Élodie ne put s'empêcher de rire. « Ma vie est tout ce qu'il y a de plus ordinaire, monsieur Delorme. Je vis dans un petit appartement avec mon chat, je travaille trop, je ne voyage presque jamais. Rien à voir avec la vôtre, j'imagine. » Une ombre passa sur le visage de Gabriel. « Ma vie, avant, murmura-t-il. Ne me souviens pas. Bien. » Élodie se mordit la lèvre, soudain inquiète. « Vous ne vous souvenez pas de votre vie avant l'accident ?» Il fronça les sourcils, comme s'il essayait de rassembler des fragments épars. Des morceaux, des visages, des chiffres, mais flous, comme un rêve. Le docteur Laurent a dit que c'était normal, le rassura-t-elle. La mémoire revient progressivement. Ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer avec le temps. Gabriel hocha lentement la tête, mais l'inquiétude persistait dans son regard. « Qui étais-je » demanda-t-il d'une voix faible. La question prit Élodie au dépourvu. Comment résumer la vie d'un homme en quelques phrases, surtout quand on ne la connaissait qu'à travers des articles de presse et des bribes de conversations entendues? « Vous êtes Gabriel Delorme » commença-t-elle prudemment. « Vous avez 42 ans, vous êtes un homme d'affaires très important. Vous dirigez un groupe financier, Delorme Capital. Vous avez eu un accident de voiture en novembre dernier. Votre voiture a quitté la route un soir de pluie et a percuté un arbre. Elle fit une pause, observant sa réaction. Gabriel semblait absorber ces informations avec une expression indéchiffrable. « Seul dans la voiture ?» demanda-t-il. « Oui » confirma Élodie. « Vous étiez seul ?» Il hocha la tête comme si cette information confirmait quelque chose qu'il savait déjà. « Toujours seul » murmura-t-il si bas qu'Élodie faillit ne pas l'entendre. Ces 2 mots, prononcés presque comme une évidence, serrèrent le cœur d'Élodie. Elle se rappela les mois passés dans cette chambre, les rares visites, toujours professionnelles, jamais personnelles. Pas de famille, pas d'amis proches venant s'inquiéter, pleurer, espérer. Juste des hommes en costume discutant. D'affaires et de contrats au pied de son lit. « Je ne pense pas que vous soyez toujours seul maintenant, » dit-elle doucement. « Je suis là, non ?» Gabriel leva les yeux vers elle. Et pour la première fois depuis son réveil, Élodie y vit une émotion pure, non filtrée par la confusion ou la fatigue. Une gratitude profonde, presque vulnérable. « Oui, » acquiesça-t-il. « Vous êtes là. » Ce simple échange créa quelque chose entre eux, un lien ténu mais réel, qui dépassait la simple relation soignant-patient. Élodie le sentit, et elle sut que Gabriel le sentait aussi. Et une petite partie d'elle-même s'en inquiéta. Les règles professionnelles étaient claires sur l'importance de maintenir une distance émotionnelle avec les patients. Mais comment respecter cette distance quand on a passé des mois à parler à quelqu'un dans son sommeil, à lui confier des fragments de sa vie, à être peut-être le seul lien humain véritable qu'il ait eu pendant sa longue absence? « Je devrais vérifier vos constantes, » dit-elle pour revenir sur un terrain plus professionnel. « Et puis, nous pourrons faire quelques exercices légers pour vos muscles. » Le reste de l'après-midi se déroula dans une routine plus structurée. Élodie guida Gabriel à travers quelques mouvements simples, l'aidant à redécouvrir son corps après des mois d'immobilité. Ses muscles avaient fondu malgré les exercices passifs qu'elle lui avait fait faire régulièrement, et sa coordination était encore hésitante. Mais il y avait en lui une détermination farouche qui impressionnait Élodie. Chaque petit progrès, aussi minime soit-il, semblait le motiver à essayer encore, à pousser un peu plus loin. « Vous êtes tenace » observa-t-elle alors qu'il s'efforçait de tenir un verre d'eau sans le renverser, ses doigts tremblants de fatigue. « Toujours été » répondit-il avec un semblant de fierté. « Dans les affaires, gagnant. »« Je n'en doute pas » sourit Élodie. « Et cette même ténacité va vous aider dans votre rééducation. Mais n'oubliez pas qu'il faut aussi savoir écouter son corps et se reposer quand c'est nécessaire. » Gabriel acquiesça à contre-cœur, puis reposa le verre, visiblement épuisé par l'effort. « Demain, plus » promit-il, comme s'il se fixait un objectif à lui-même. «
Oui, demain nous ferons un peu plus, confirma Élodie. Mais pour l'instant, vous devriez vous reposer. Votre corps a besoin de récupérer. Elle l'aida à se réinstaller confortablement dans son lit, ajustant les oreillers et la position du matelas. Leurs visages se retrouvèrent soudain très proches, et pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent avec une intensité qui les surprit tous les deux. Élodie se redressa rapidement, troublée par ce moment inattendu d'intimité. « Je reviendrai demain matin », dit-elle en rassemblant ses affaires. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, n'hésitez pas à appeler l'infirmière de garde. » Gabriel hocha la tête, mais ses yeux ne quittaient pas Élodie. « Merci », dit-il simplement, « pour aujourd'hui, pour avant aussi. »« De rien », répondit-elle doucement. « C'est mon travail. »« Non », insista-t-il, « plus que travail. » Élodie ne sut que répondre. Il avait raison, bien sûr. Ce qu'elle avait fait pour lui ces derniers mois, les heures passées à lui parler, à lui lire des livres, à lui confier des fragments de sa vie, tout cela allait au-delà des strictes obligations professionnelles. Mais elle n'était pas prête à l'admettre, ni à explorer ce que cela pouvait signifier. « Bonne nuit, monsieur Delorme », dit-elle finalement en se dirigeant vers la porte. « Faites de beaux rêves. »« Gabriel », corrigea-t-il. « Pas monsieur Delorme, Gabriel. » Elle s'arrêta sur le seuil, surprise par cette demande. « Ce ne serait pas très professionnel », objecta-t-elle faiblement. « 9 mois, pas professionnel », rétorqua-t-il avec un petit sourire. Trop tard, Élodie. Elle ne put s'empêcher de sourire en retour. « Très bien, Gabriel. Bonne nuit. »« Bonne nuit, Élodie. » En fermant la porte derrière elle, Élodie sentit quelque chose changer en elle, comme si une page se tournait, ouvrant un nouveau chapitre dont elle ne connaissait pas encore l'intrigue. Les jours suivants marquèrent le début d'une routine différente. Gabriel progressait à une vitesse qui étonnait même les médecins les plus optimistes. Sa parole s'améliorait quotidiennement, sa coordination revenait petit à petit et sa mémoire se reconstruisait fragment par fragment. Bien sûr, il y avait encore des zones d'ombre, des périodes entières de sa vie dont il ne se souvenait que vaguement, mais l'essentiel semblait revenir. La relation entre Élodie et Gabriel évoluait elle aussi. Une complicité s'était établie entre eux, née des mois de monologues d'Élodie, et maintenant nourrie par leurs conversations quotidiennes. Gabriel se montrait curieux de tout ce qu'elle lui racontait, posant des questions sur sa vie, sa famille, ses rêves, avec un intérêt qui semblait sincère. Un matin, alors qu'elle l'aidait à faire ses exercices de rééducation, il lui demanda abruptement « Pourquoi infirmière ?» Élodie fut prise au dépourvu par la question. « Pourquoi j'ai choisi d'être infirmière ?» Gabriel hocha la tête, attendant sa réponse tout en s'efforçant de plier et déplier les doigts comme elle le lui avait montré. « C'est une longue histoire », commença-t-elle en vérifiant ses mouvements. « Quand j'avais 13 ans, ma grand-mère est tombée malade, un cancer. Elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital et j'allais souvent la voir. Il y avait cette infirmière, Madame Leroy, qui s'occupait d'elle. Elle était extraordinaire, pas seulement compétente, mais aussi profondément humaine. Elle savait exactement comment parler à ma grand-mère, comment la réconforter, la faire rire même dans les moments les plus difficiles. » Élodie fit une pause, perdue dans ses souvenirs. « Je me souviens qu'un jour, j'étais seule avec ma grand-mère quand elle a fait une crise de douleur. J'étais terrifiée, je ne savais pas quoi faire. Madame Leroy est arrivée et en quelques minutes, elle a tout pris en main. La douleur, la peur, tout. Et quand tout est rentré dans l'ordre, elle s'est assise avec moi dans le couloir et m'a expliqué ce qui s'était passé, m'a rassuré. C'est ce jour-là que j'ai su. Que vous vouliez être comme elle, compléta Gabriel doucement. Exactement, sourit Élodie. Je voulais être capable de faire ce qu'elle faisait, d'apporter ce genre de paix, de réconfort, de faire une différence concrète dans la vie des gens. Gabriel considéra ses paroles en silence, tout en continuant ses exercices. « Vous avez réussi », dit-il finalement. « Vous faites une différence. » Élodie sentit une chaleur envahir sa poitrine à ces mots simples mais sincères. « Merci », murmura-t-elle. « C'est gentil de dire ça. »« Pas gentil », corrigea Gabriel. « Vrai. » Il hésita, puis ajouta « Votre voix, dans le noir. » Elle était ma lumière. Élodie détourna le regard, soudain embarrassée par l'intensité de sa gratitude. « Je faisais juste mon travail », répéta-t-elle, bien qu'ils sachent tous deux que ce n'était pas tout à fait exact. Un silence confortable s'installa entre eux tandis qu'ils continuaient les exercices. Puis Gabriel demanda « Et maintenant, vos rêves ?»
Mes rêves? Répéta Élodie, surprise par cette question inattendue. Vous m'avez parlé, expliqua Gabriel, pendant le coma, de voyage, de voir le monde. Élodie rougit légèrement. Alors il se souvenait vraiment de ses confidences murmurées dans la pénombre d'une chambre d'hôpital. Oui, j'aimerais voyager un jour, admit-elle. Voir Venise, Kyoto, New York, tant d'endroits que je ne connais qu'en photo. Pourquoi pas encore, insista Gabriel. Sa parole était de plus en plus fluide, bien que toujours ponctuée de pauses. Élodie haussa les épaules. La vie, le travail, l'argent, les responsabilités. Elle sourit avec une pointe d'ironie. Les excuses habituelles, je suppose. Gabriel sembla méditer cette réponse pendant un moment. La vie est courte, dit-il finalement. Je le sais, maintenant. Ces mots, prononcés avec une gravité tranquille par un homme qui avait frôlé la mort, touchèrent Élodie plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu. Elle savait qu'il avait raison, bien sûr. La fragilité de l'existence était une réalité qu'elle confrontait quotidiennement dans son travail. Et pourtant, comme tant d'autres, elle remettait à plus tard ses propres rêves, s'enlisait dans une routine confortable mais insatisfaisante. « Vous avez raison », concéda-t-elle doucement. « Mais parfois, il est plus facile de rêver que d'agir. »« Plus facile, oui », acquiesça Gabriel. « Pas mieux. » Ils terminèrent les exercices en silence, chacun perdu dans ses propres réflexions. Lorsqu'Élodie se prépara à partir, Gabriel l'arrêta d'un geste. « Promettez-moi », dit-il avec une soudaine intensité. « Un jour, Venise. » Élodie sourit, touchée par son insistance. « Un jour, » promit-elle, « quand j'aurai économisé assez. » Gabriel hocha la tête, apparemment satisfait de cette promesse, bien que quelque chose dans son regard suggéra qu'il n'en avait pas fini avec ce sujet. Les jours suivants virent les progrès de Gabriel continuer à un rythme impressionnant. Une semaine après son réveil, il pouvait tenir une conversation presque normale, bien que sa voix fût encore faible et que certains mots lui échappassent parfois. Sa motricité s'améliorait aussi, et il pouvait maintenant tenir des objets avec une précision croissante, manipuler les couverts lors des repas, et même commencer à se déplacer avec l'aide d'un déambulateur. Mais si son corps et son esprit guérissaient rapidement, les fragments de sa vie d'avant l'accident semblaient de plus lents à se reconnecter. Il se souvenait des faits, des chiffres, des connaissances techniques liées à son métier, mais les souvenirs personnels restaient flous, comme vus à travers un voile brumeux. Un après-midi, alors qu'Élodie l'aidait à faire les premiers pas hors de sa chambre dans le couloir de l'hôpital, il lui posa une question qui la prit au dépourvu. « Comment étais-je avant ?» Elle ralentit le pas, jetant un regard interrogateur vers Gabriel. « Que voulez-vous dire ?»« Comme personne, précisa-t-il. »« Bon, mauvais ?»« Les gens m'aimaient. » Élodie hésita, ne sachant comment répondre honnêtement sans le blesser. « Je ne vous connaissais pas personnellement avant l'accident, » commença-t-elle prudemment. « Tout ce que je sais vient des médias, de ce que j'ai entendu dire. »« Dites-moi, » insista Gabriel. « Besoin de savoir. » Elle prit une profonde inspiration. « D'après ce que j'ai lu, vous étiez un homme d'affaires brillant, mais impitoyable. Les journaux vous surnommaient le requin de la finance. Vous aviez la réputation de ne jamais faire de concessions, de toujours obtenir ce que vous vouliez, quel qu'en soit le prix. » Gabriel absorba ces informations en silence, son visage ne trahissant aucune émotion particulière. « Et personnellement ?» demanda-t-il finalement. « Je ne sais pas grand-chose de votre vie personnelle, » admit Élodie. « Vous sembliez très privé à ce sujet. Je sais que vous n'êtes pas marié, que vous n'avez pas d'enfant. Pendant votre coma, vous n'avez reçu que des visites professionnelles. Votre avocat, quelques associés, des consultants. » Elle s'interrompit, réalisant soudain ce que cela impliquait. Pendant 9 mois, pas une seule personne n'était venue par simple affection, par inquiétude personnelle. « Pas de famille ?» demanda Gabriel, comme s'il lisait dans ses pensées. « Vos parents sont pas décédés il y a plusieurs années, d'après ce que j'ai compris, » répondit doucement Élodie. « Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, ou d'autres proches parents. » Gabriel hocha lentement la tête. « Je comprends, » dit-il simplement. Puis, après un silence, « Je me souviens des nombres, des contrats, des stratégies, mais pas des gens. » Élodie sentit son cœur se serrer face à cette confession. « Les souvenirs personnels sont souvent les plus fragiles, » expliqua-t-elle. « Ils reviendront, peut-être avec le temps. »« Et si ils ne reviennent pas ?» demanda Gabriel. « Si je ne redeviens jamais cet homme ?» La question était chargée d'une appréhension que Gabriel ne cherchait pas à dissimuler. Élodie s'arrêta
et se tourna pour lui faire face, le maintenant stable en tenant fermement le déambulateur. « Écoutez-moi, Gabriel, dit-elle avec une intensité qui la surprit elle-même. Ce qui vous est arrivé est terrible, mais c'est aussi une opportunité, une seconde chance en quelque sorte. Vous n'êtes pas obligé de redevenir exactement la personne que vous étiez avant. Vous pouvez choisir qui vous voulez être maintenant. » Gabriel la regarda longuement, ses yeux bleus cherchant quelque chose dans les siens. « Qui voudriez-vous que je sois ?» demanda-t-il doucement. La question prit Élodie au dépourvu. Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma, soudain consciente de l'intimité de ce moment, de la façon dont leur rôle habituel d'infirmière et de patient s'estompait face à quelque chose de plus profond, de plus personnel. « Ce n'est pas à moi de vous dire qui être, » répondit-elle finalement. « C'est votre vie, votre choix. »« Mais vous avez une opinion, » insista Gabriel. « Je la vois, dans vos yeux. » Élodie hésita encore, puis décida d'être honnête. « Je pense que vous pourriez être quelqu'un qui utilise son pouvoir, son influence, pour faire le bien. Quelqu'un qui se soucie des autres autant que de lui-même. Quelqu'un qui n'est pas défini uniquement par ses succès professionnels, mais aussi par sa capacité à aimer, à se connecter, à être vulnérable. » Les mots étaient sortis d'un seul souffle, et elle se sentit soudain exposée, comme si elle en avait trop dit, révélé trop de ses propres valeurs, de ses propres espoirs. Gabriel ne dit rien pendant un long moment, se contentant de la regarder avec une expression indéchiffrable. Puis, lentement, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Merci, » dit-il simplement, « pour votre honnêteté. » Ils reprirent leur marche en silence, mais quelque chose avait changé entre eux, un nouveau niveau de compréhension mutuelle qui dépassait les mots. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élodie se sentait étrangement agitée. La conversation avec Gabriel tournait en boucle dans son esprit, de même que l'intensité de son regard lorsqu'il lui avait demandé qui elle voudrait qu'il soit. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle n'avait pas franchi une ligne invisible, si elle ne s'était pas trop impliquée émotionnellement. Oscar vint se frotter contre ses jambes lorsqu'elle entra dans son appartement, réclamant son attention habituelle. Elle le souleva et le serra contre elle, trouvant un certain réconfort dans la chaleur de l'animal. « Je crois que j'ai des problèmes, Oscar, » murmura-t-elle en enfouissant son visage dans sa fourrure. « Je commence à trop m'attacher à un patient, et pas n'importe quel patient. » Le chat ronronna de « plus belle », indifférent à ses préoccupations humaines. Élodie soupira et le reposa à terre, puis alla se servir un verre de vin. Elle avait besoin de réfléchir, de remettre de l'ordre dans ses émotions. Elle s'installa dans son petit salon, sirotant son vin tout en regardant par la fenêtre la nuit qui tombait sur la ville. Qu'était-elle en train de faire? Gabriel était son patient, un homme vulnérable qui dépendait d'elle pour ses soins. Un homme qui, d'après tout ce qu'elle savait, était aux antipodes de ses valeurs et de sa façon de vivre avant son accident. Un homme qui pourrait très bien redevenir le requin de la finance dès qu'il aurait pleinement récupéré. Et pourtant, elle ne pouvait nier cette connexion qui s'était établie entre eux, cette compréhension mutuelle qui semblait transcender les mots, cette façon dont il la regardait parfois, comme s'il voyait en elle quelque chose qu'elle-même ignorait. « C'est ridicule », se morigéna-t-elle à voix haute. « Je me comporte comme une adolescente. Il est reconnaissant, c'est tout. Reconnaissant envers la personne qui lui a tenu compagnie pendant 9 mois d'obscurité. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était plus que cela. Et cette pensée la terrifiait autant qu'elle la fascinait. Le lendemain matin, lorsqu'elle arriva à l'hôpital, Élodie fut surprise de trouver la chambre de Gabriel vide. Pendant un instant, elle sentit la panique monter en elle. Avait-il été transféré sans qu'elle en soit informée? Avait-il eu une complication pendant la nuit? « Si vous cherchez Monsieur Delorme, il est dans la salle de rééducation », l'informa une collègue qui passait par là. Apparemment, il a insisté pour commencer plus tôt ce matin. Élodie la remercia et se dirigea vers la salle de rééducation où elle trouva Gabriel en pleine séance avec le kinésithérapeute. Il était debout, appuyé sur des barres parallèles, le visage concentré alors qu'il s'efforçait de faire un pas après l'autre. La sueur perlait sur son front, témoignant de l'effort intense qu'il fournissait. Elle resta à l'entrée, ne voulant pas interrompre la séance. Mais comme s'il avait senti sa présence, Gabriel leva les yeux et la vit. Un sourire illumina aussitôt son visage fatigué. « Élodie » appela-t-il, sa voix plus forte et claire que la veille. « Regardez, je marche presque. »« Je vois ça » sourit-elle en s'approchant. « Vous êtes impressionnant. »
Le kinésithérapeute, un homme jovial d'une cinquantaine d'années, hocha la tête avec enthousiasme. « Monsieur Delorme est un patient exceptionnel », confirma-t-il. « Il a une volonté de fer. À ce rythme, il pourrait quitter l'hôpital bien plus tôt que prévu. » Cette perspective, qui aurait dû réjouir Élodie professionnellement, lui causa un étrange pincement au cœur. Gabriel allait mieux, il récupérait, il retrouverait bientôt sa vie d'avant. C'était ce qu'elle avait espéré pendant tous ces mois, n'est-ce pas? Alors pourquoi se sentait-elle soudain mélancolique? « C'est une excellente nouvelle, dit-elle néanmoins, s'efforçant d'adopter un ton enthousiaste. Vous allez pouvoir retrouver votre indépendance. » Gabriel la regardait intensément, comme s'il percevait le conflit en elle. « Pas encore, dit-il. Besoin de plus de temps, plus d'aide. » Le kinésithérapeute sourit, ne percevant rien de l'échange silencieux qui se jouait entre eux. « En effet, ne brûlons pas les étapes. Mais les progrès sont indéniables. Pourquoi ne pas faire une pause maintenant? Vous avez bien travaillé ce matin. » Gabriel acquiesça et, avec l'aide du thérapeute, se dirigea vers son fauteuil roulant. Bien qu'il pût maintenant marcher sur de courtes distances avec un déambulateur, le fauteuil restait nécessaire pour les déplacements plus longs. « Je peux prendre le relais maintenant, » proposa Élodie. « C'est l'heure de ces médicaments de toute façon. » Le kinésithérapeute accepta avec gratitude et les laissa seuls. Élodie poussa le fauteuil de Gabriel vers sa chambre, consciente du silence qui s'était installé entre eux. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-elle finalement pour briser ce silence. « Pas vraiment, » admit Gabriel. « Trop de pensées. »« À propos de quoi ?» s'enquit-elle en entrant dans la chambre. Gabriel attendit qu'elle ait refermé la porte avant de répondre. « De notre conversation, d'hier, de qui j'étais et de qui je veux être. » Élodie sentit son cœur s'accélérer légèrement. « Et avez-vous trouvé des réponses ?»« Quelques-unes, » dit-il en se levant du fauteuil avec une assurance nouvelle, se tenant debout face à elle. « Je ne veux pas être ce requin. Je veux être meilleur. » « C'est une bonne décision, » approuva Élodie, troublée par sa proximité, par l'intensité de son regard. « Mais il faudra du temps, et ce ne sera pas facile. Les vieilles habitudes sont tenaces. J'ai de la volonté, » sourit Gabriel. Le kinésithérapeute l'a dit. Élodie ne put s'empêcher de sourire en retour. En effet, mais la volonté ne suffit pas toujours. Vous aurez besoin de soutien, de conseils. De vous, compléta Gabriel simplement. Élodie sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Gabriel, commença-t-elle, incertaine de ce qu'elle voulait dire exactement. Je sais, l'interrompit-il doucement. C'est compliqué. Vous êtes mon infirmière. Je suis votre patient. Mais après, quand je serai sortie d'ici, vous aurez votre vie à reconstruire, dit-elle. Votre empire à gérer. Vous n'aurez plus besoin de moi. Faux, contredit Gabriel avec une fermeté qui la surprit. J'aurai besoin de vous, plus que jamais. Élodie détourna le regard, troublée par la direction que prenait cette conversation, par les émotions contradictoires qui se bousculaient en elle. Vous êtes reconnaissant, c'est normal, dit-elle, en essayant de garder un ton léger. Mais cette gratitude passera. Avec le temps, quand vous aurez retrouvé votre vie normale. Pas de la gratitude, insista Gabriel en faisant un pas vers elle, vacillant légèrement mais déterminé. Ou pas seulement. Quelque chose de plus. Il était maintenant si proche qu'Élodie pouvait sentir son souffle sur son visage. Elle savait qu'elle devrait reculer, maintenir une distance professionnelle, mais elle semblait incapable de bouger. « Gabriel, » murmura-t-elle, « vous ne me connaissez pas vraiment, et je ne vous connais pas non plus, pas le vrai vous. »« Faux, » répéta-t-il, « vous me connaissez mieux que personne. Vous avez vu mon âme, quand j'étais perdu, et moi, j'ai entendu la vôtre, dans le noir. » Ces mots, prononcés avec une intensité tranquille, touchèrent Élodie au plus profond d'elle-même. Il y avait une vérité dans ce qu'il disait, une vérité qu'elle ne pouvait nier. Pendant ces mois de coma, une connexion s'était établie entre eux, une connexion qui transcendait les mots, les conventions, les rôles sociaux. « J'ai peur, » avoua-t-elle finalement, « peur de ce que je ressens, peur de ce que cela pourrait signifier. » Gabriel leva lentement une main et, avec une douceur infinie, effleura sa joue du bout des doigts. « Moi aussi, » admit-il. « Mais cette peur, elle est vivante. Et après le vide, le noir, je choisis la vie, même avec la peur. » Élodie ferma les yeux, submergée par l'émotion, par la tendresse de ce geste, par la profondeur des paroles de Gabriel. Une partie d'elle-même savait que ce qui se passait entre eux
était précipitée, peut-être même irrationnelle. Mais une autre partie, plus profonde, plus intuitive, reconnaissait la rareté, la préciosité de cette connexion. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Gabriel la regardait toujours, attendant patiemment sa réponse, sa décision. Et dans ce regard, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une vulnérabilité absolue, une ouverture totale. Cet homme qui avait été décrit comme impitoyable et calculateur se tenait maintenant devant elle, son cœur entièrement exposé. « Je ne sais pas où cela nous mène, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas si c'est sage, mais je sais que je ne veux pas l'ignorer, faire comme si ce n'était pas réel. » Une expression de profond soulagement passa sur le visage de Gabriel. « C'est tout ce que je demande, » murmura-t-il. Une chance, un début. Avant qu'Élodie puisse répondre, un coup à la porte les fit sursauter et s'écarter l'un de l'autre. Le docteur Laurent entra, suivi de près par Maître Fournier, l'avocat de Gabriel. « Ah, mademoiselle Mercier, vous êtes là, » remarqua le médecin. « Nous venons discuter avec monsieur Delorme de sa sortie prochaine. Les progrès sont si remarquables que nous envisageons un retour à domicile dans les semaines à venir avec un suivi médical et une rééducation, bien sûr. » Sitôt, s'étonna Élodie, incapable de masquer sa surprise. « Les résultats des derniers examens sont très encourageants, » confirma le docteur Laurent. « Et monsieur Delorme est impatient de retrouver une certaine normalité, n'est-ce pas ?» Gabriel hocha lentement la tête, mais son regard restait fixé sur Élodie. « Oui, » dit-il, « normalité, mais différente qu'avant. » Maître Fournier s'éclaircit la gorge. « Nous avons beaucoup à discuter à ce sujet, justement. Vos affaires ont été gérées en votre absence, mais certaines décisions requièrent votre approbation. Et puis, il y a la question de votre convalescence, des arrangements à prendre pour votre retour chez vous. Plus tard, » l'interrompit Gabriel avec une autorité qui surprit tout le monde, y compris Élodie. Cette soudaine assurance rappelait l'homme d'affaires qu'il avait été, même si l'intention semblait différente. « D'abord, je dois parler à mademoiselle Mercier, en privé. » Le docteur Laurent et l'avocat échangèrent un regard, déconcertés mais acquiescèrent. « Bien sûr, » concéda le médecin. « Nous reviendrons dans 1 heure, si cela vous convient. » Après leur départ, un silence s'installa dans la chambre. Élodie regardait Gabriel avec curiosité, se demandant ce qu'il avait de si urgent à lui dire qu'il avait congédié le médecin et son avocat. « Vous allez rentrer chez vous, » dit-elle finalement. « C'est une bonne nouvelle. »« Pas encore, » corrigea Gabriel, « mais bientôt. Et quand je sortirai, j'aurai besoin d'aide, de soins, de rééducation. »« Bien sûr, » acquiesça Élodie. « L'hôpital vous recommandera les meilleurs spécialistes, et avec vos moyens, vous pourrez avoir les meilleurs soins à domicile. »« Je ne veux pas les meilleurs, » dit Gabriel en soutenant son regard. « Je vous veux, vous. » Élodie sentit son cœur manquer un battement. « Moi ? Mais je travaille ici, à l'hôpital. Je ne fais pas de soins à domicile. »« Je sais, » dit Gabriel, « mais je vais proposer, à l'hôpital, une donation importante, en échange. De vos services, temporairement. » Élodie le fixa bouche bée. « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est comme acheter mes services, comme si j'étais une marchandise. » Gabriel sembla déstabilisé par sa réaction. « Non, » protesta-t-il, « pas acheter, juste arranger, pour que nous puissions continuer, se connaître en dehors de l'hôpital. »« Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, Gabriel, » dit Élodie, partagée entre l'indignation et une sorte d'incrédulité amusée. « Vous ne pouvez pas simplement claquer des doigts et obtenir ce que vous voulez parce que vous êtes riche. Avant, je le faisais, » admit Gabriel avec une franchise désarmante. « C'était facile, efficace. Et c'est exactement le genre d'attitude dont vous disiez vouloir vous débarrasser, » lui rappela-t-elle doucement. Gabriel la regarda fixement, puis son visage s'éclaira d'une compréhension soudaine. « Vous avez raison, » concéda-t-il. « C'était l'ancien moi, pas celui que je veux être. » Il resta silencieux un moment, visiblement en pleine réflexion. « Alors, » reprit-il finalement, « comment faire correctement ?» Élodie ne put s'empêcher de sourire face à cette question sincère, cette volonté de changer, d'apprendre. « Vous pourriez commencer par me demander, » suggéra-t-elle. « Me demander si je serais intéressé, au lieu de tout arranger dans mon dos. » Gabriel hocha la tête, acceptant la leçon avec une humilité qui l'étonna. « Élodie, » dit-il alors, son regard plongé dans le sien. « Quand je sortirai d'ici, accepteriez-vous de m'aider, pas comme infirmière, comme amie ?» Le mot « ami » semblait insuffisant pour décrire ce qui se développait entre eux,
Mais c'était un début, une porte ouverte vers quelque chose de plus. « Je pourrais envisager de prendre quelques jours de congé, concéda Élodie, pour vous aider à vous installer chez vous, à vous organiser, en tant qu'ami. » Le sourire qui illumina le visage de Gabriel valait toutes les réponses du monde. « Merci, dit-il, simplement. » Puis après un moment, « Et peut-être, Venise, un jour ?» Élodie rit doucement, touchée par sa persistance. « Un jour, » répéta-t-elle, « peut-être. » Les semaines qui suivirent furent intenses. Gabriel progressait chaque jour, passant du fauteuil roulant au déambulateur puis à la canne. Sa parole redevenait fluide. Son esprit vif retrouvait toute sa capacité d'analyse et de compréhension. Sa mémoire d'avant l'accident restait fragmentaire, mais suffisante pour qu'il puisse reprendre progressivement le contrôle de ses affaires, sous la guidance prudente de Maître Fournier. Élodie restait à ses côtés autant que possible, tout en maintenant une certaine distance professionnelle, consciente des regards et des murmures qui commençaient à circuler dans l'hôpital. La nature exacte de leur relation restait indéfinie, suspendue entre l'amitié et quelque chose de plus profond, quelque chose qui attendait d'être nommé. Un mois après son réveil, Gabriel fut officiellement déclaré apte à quitter l'hôpital. Il aurait encore besoin de soins et de rééducation, mais il pouvait désormais poursuivre sa convalescence chez lui, dans son appartement du 16e arrondissement de Paris. Le jour de sa sortie, Élodie était exceptionnellement de repos. Elle avait arrangé son emploi du temps pour pouvoir l'accompagner en tant qu'amie, comme elle le précisait à quiconque posait la question. Elle l'attendait dans le hall de l'hôpital, nerveuse sans trop savoir pourquoi. Lorsque Gabriel apparut, marchant lentement mais sûrement avec sa canne, vêtue d'un costume sur mesure qui semblait flotter légèrement sur son corps encore amaigri, Élodie fut frappée par la transformation. Ce n'était plus le patient vulnérable qu'elle avait soigné pendant des mois. C'était Gabriel Delorme, l'homme d'affaires, le milliardaire, celui dont le nom apparaissait dans les journaux financiers. Et pourtant, lorsqu'il la vit et que son visage s'éclaira d'un sourire, elle sut que l'homme qu'elle connaissait était toujours là, sous le costume élégant et l'assurance retrouvée. « Prête pour l'aventure ?» demanda-t-il en s'approchant. « Quelle aventure ?» s'enquit Élodie, intriguée. « La vie !» répondit simplement Gabriel. « Ma nouvelle vie. Notre nouvelle vie, peut-être. » Il lui offrit son bras, un geste à la fois galant et pragmatique. Il avait encore besoin d'un soutien supplémentaire pour marcher sur de longues distances. Élodie hésita un instant, puis glissa son bras sous le sien, savourant ce premier contact en dehors du cadre hospitalier. « Monsieur Delorme, votre voiture vous attend », annonça Maître Fournier qui les avait rejoints, accompagné d'un chauffeur en uniforme. Une limousine noire aux vitres teintées patientait devant l'entrée de l'hôpital. Élodie eut un mouvement de recul instinctif face à ce symbole ostentatoire de richesse. « Un problème ?» demanda Gabriel, sentant son hésitation. « C'est juste que je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses », admit Élodie, soudain consciente du fossé qui séparait leurs mondes respectifs. Gabriel considéra la limousine d'un œil neuf, comme s'il la voyait pour la première fois. « Trop ostentatoire ?» demanda-t-il avec une sincérité désarmante. « Un peu !» sourit Élodie, touchée par sa volonté de comprendre. Gabriel se tourna vers son avocat. « Un taxi » décida-t-il. « Simple, normal. » Maître Fournier parut déconcerté. « Mais, monsieur Delorme, cette voiture est bien plus confortable, sécurisée. »« Un taxi » répéta Gabriel avec fermeté. « S'il vous plaît. » L'avocat s'inclina, bien que visiblement perplexe, et alla congédier le chauffeur de la limousine avant d'appeler un taxi. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit doucement Élodie, émue par ce geste. « Je veux voir le monde réel, » expliqua Gabriel. « Pas à travers une vitre teintée, pas séparé des autres. Pendant trop longtemps, j'ai vécu, isolé, dans une bulle de privilèges. Je veux changer ça. » Ils montèrent dans le taxi ordinaire qui s'était arrêté devant l'hôpital, sous le regard toujours perplexe de Maître Fournier qui les suivrait dans sa propre voiture. Le chauffeur de taxi jeta un coup d'œil curieux à ce couple improbable, un homme en costume haut de gamme, visiblement affaibli, et une jeune femme simplement vêtue qui le soutenait avec attention. « Où va-t-on » demanda Élodie en s'installant. « Chez moi » répondit Gabriel. « Enfin, ce qui était chez moi. Je ne sais pas si ça l'est encore. » Le taxi les emmena à travers Paris, quittant le quartier de l'hôpital pour traverser la Seine et rejoindre l'élégant 16e arrondissement. Plus ils approchèrent de leur destination,
Plus Élodie sentait monter en elle une appréhension qu'elle avait du mal à définir. Elle allait entrer dans le monde de Gabriel, ce monde de luxe et de privilèges si éloigné du sien. Comment s'y sentirait-elle? Y aurait-elle seulement sa place? Le taxi s'arrêta finalement devant un immeuble haussmannien majestueux dont la façade de pierre claire luisait doucement dans la lumière de l'après-midi. Un portier en uniforme s'avança immédiatement pour ouvrir la portière, mais s'arrêta net en reconnaissant Gabriel. « Monsieur Delorme » s'exclama-t-il stupéfait. « C'est un miracle. Nous avions entendu parler de l'accident, mais... »« Bonjour Henri » le salua Gabriel, avec un sourire fatigué. « Oui, je suis de retour. » Le portier se précipita pour l'aider à sortir du taxi, mais Gabriel fit signe à Élodie. « Je préfère m'appuyer sur mademoiselle Mercier, si ça ne vous dérange pas. » Ensemble, ils entrèrent dans l'immeuble, traversant un hall aux proportions impressionnantes, orné de moulures, de miroirs et de marbre. Un ascenseur privé les conduisit directement au dernier étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, Élodie resta un instant sans voix. L'appartement de Gabriel, ou plutôt le penthouse, était d'une beauté à couper le souffle. Baigné de lumière grâce à d'immenses baies vitrées, il offrait une vue panoramique sur Paris avec la tour Eiffel en toile de fond. L'espace était décoré avec un goût exquis, alliant le classique et le contemporain dans une harmonie parfaite. « Bienvenue chez moi », dit Gabriel, observant attentivement sa réaction. « C'est magnifique », murmura Élodie, intimidée malgré elle. Gabriel regarda autour de lui d'un air pensif. « C'est beau, oui, mais froid, impersonnel. Je ne me souviens pas d'y avoir été heureux. » Il s'avança lentement dans le salon, s'appuyant sur sa canne, touchant distraitement les objets, comme s'il essayait de se reconnecter avec cette vie qui avait été la sienne. Élodie le suivait à distance, lui laissant l'espace dont il avait besoin pour cette redécouverte. « Étrange, » dit-il finalement. « Je reconnais tout, mais rien ne semble important. Ce sont des choses, juste des choses. » Élodie s'approcha de lui. « C'est normal que vous vous sentiez déconnecté. Vous avez traversé une expérience qui change forcément votre perspective. » Gabriel hocha la tête. « Oui, avant, ces objets, cette richesse, c'était tout pour moi, la preuve de ma réussite. Maintenant, je me demande pourquoi. » Il se tourna vers elle, une vulnérabilité nouvelle dans son regard. « Restez, » dit-il doucement. « Pas seulement aujourd'hui, quelques jours. Aidez-moi à redécouvrir qui je suis, qui je veux être. » Élodie hésita. Elle avait prévu de l'aider à s'installer puis de rentrer chez elle. Rester plus longtemps semblait franchir une ligne qu'elle n'était pas sûre d'être prête à traverser. « Je dois nourrir mon chat », dit-elle, la première excuse qui lui vint à l'esprit. Gabriel sourit, amusé par cette réponse inattendue. « Oscar, le chat, capricieux, qui dort sur vos livres. Vous m'avez parlé de lui. » Élodie rougit légèrement, touchée qu'il se souvienne de ces détails insignifiants. « Oui, Oscar. Il n'aime pas être seul trop longtemps. »« Alors amenez-le, » proposa Gabriel. « Il y a de la place. Beaucoup de place. » Élodie le regarda, surprise par cette proposition spontanée. « Vous invitez mon chat à vivre dans votre penthouse de luxe ? Je vous invite tous les deux, » précisa Gabriel. « De la compagnie, ce serait bien pour quelque temps. » Il y avait dans sa voix une note presque suppliante qui toucha Élodie au cœur. Cet homme, qui avait tout, argent, pouvoir, succès, semblait maintenant craindre par-dessus tout la solitude. « Laissez-moi y réfléchir, » dit-elle doucement. « C'est une décision importante, pour nous deux. » Gabriel accepta cette réponse avec grâce, bien que la déception fût visible dans ses yeux. « Bien sûr, prenez votre temps. » La sonnette de l'entrée retentit à ce moment-là. C'était Maître Fournier, accompagné d'une équipe médicale, une infirmière à domicile et un kinésithérapeute engagé, pour assurer le suivi quotidien de Gabriel. Élodie se sentit soudain de trop, comme si sa présence était désormais superflue. « Je devrais peut-être y aller, » dit-elle, en faisant un pas vers la porte. « Vous êtes entre de bonnes mains maintenant. » Gabriel attrapa son poignet, la retenant avec une douceur insistante. « Restez, dînez au moins avec moi, s'il vous plaît. » Comment aurait-elle pu refuser face à ce regard? Elle acquiesça et Gabriel se tourna vers son avocat. « Maître Fournier, pourriez-vous organiser un dîner pour ce soir? Quelque chose de simple, pour deux. » L'avocat, habitué aux demandes bien plus extravagantes de son client, parut presque soulagé par cette requête modeste. « Bien entendu, monsieur Delorme, je m'en occupe immédiatement. » Les heures suivantes furent consacrées à l'installation de Gabriel dans son appartement, l'équipe médicale prenant ses marques, vérifiant son état de santé, établissant un programme de soins
et de rééducation. Élodie observait tout, cela avec un œil professionnel, intervenant parfois pour suggérer des ajustements basés sur sa connaissance approfondie de l'état de Gabriel. Le soir venu, l'appartement retrouva son calme. Une table avait été dressée sur la terrasse, offrant une vue spectaculaire sur Paris qui s'illuminait progressivement à mesure que le soleil déclinait. Un chef avait préparé un repas simple mais élégant, laissant les plats prêts à être servis avant de se retirer discrètement. Gabriel, qui s'était reposé une partie de l'après-midi, apparut vêtu d'une tenue plus décontractée, un pantalon sombre et une chemise blanche dont il avait laissé les premiers boutons ouverts. Il semblait plus à l'aise, plus lui-même, loin de l'image du magnate de la finance en costume impeccable. « Vous êtes resté », constata-t-il avec un sourire en rejoignant Élodie sur la terrasse. « J'ai promis de dîner avec vous », rappela-t-elle, « et je tiens toujours mes promesses. » Ils s'installèrent à table et Gabriel remplit leur verre d'un vin rouge dont il ne semblait pas connaître la valeur, ou peut-être n'y accordait-il plus d'importance. « À quoi trinquons-nous » demanda Élodie en levant son verre. Gabriel réfléchit un instant. « À la seconde chance », proposa-t-il finalement, et au courage de s'en saisir. Leurs verres tintèrent dans l'air doux du soir parisien, scellant ce toast chargé de promesses. Le dîner se déroula dans une atmosphère détendue, presque intime. Ils parlèrent de tout et de rien, évitant délibérément les sujets trop sérieux, savourant simplement ce moment de normalité après les mois d'épreuve. Gabriel se montrait attentif, curieux, posant des questions sur la vie d'Élodie, ses goûts, ses rêves, comme s'il cherchait à combler toutes les lacunes que ses confidences durant le coma avaient laissées. Au dessert, une simple tarte aux pommes que Gabriel savoura avec un plaisir presque enfantin, la conversation prit une tournure plus personnelle. « Avez-vous réfléchi ?» demanda-t-il. Soudain, à ma proposition. Élodie reposa sa cuillère, sachant exactement de quoi il parlait. « Oui, admit-elle. J'y ai réfléchi. Et... » insista doucement Gabriel. Elle prit une profonde inspiration. « Je pense que ce serait une erreur, pour nous deux. » Une ombre passa sur le visage de Gabriel, mais il ne détourna pas le regard. « Pourquoi ? Parce que vous êtes en pleine reconstruction, Gabriel. Vous redécouvrez qui vous êtes, ce que vous voulez. Et je ne suis pas sûr de ma place dans tout cela. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai peur que vous ne vous accrochiez à moi parce que j'ai été votre lien avec le monde pendant votre coma, que je représente une sorte de sécurité, de familiarité dans cette nouvelle vie qui vous effraie. » Gabriel ne répondit pas immédiatement, semblant peser ses paroles. « Vous avez peut-être raison, » concéda-t-il finalement. « En partie. Vous êtes un point d'ancrage. La seule personne qui me connaisse avant et après. Mais ce n'est pas seulement ça. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je n'ai jamais ressenti cela, avant. Cette connexion, cette compréhension. Je ne me souviens pas de tout de ma vie d'avant, mais je sais, cela est nouveau. » Élodie sentit son cœur s'accélérer face à cette confession sincère. « Pour moi aussi, » admit-elle doucement. « C'est nouveau et effrayant. »« Alors nous avons peur tous les deux, » sourit Gabriel. « C'est un début, non ?» Élodie ne put s'empêcher de sourire en retour. « Peut-être, mais je pense toujours que nous devrions prendre notre temps. Vous avez un long chemin de reconstruction devant vous, et j'ai ma propre vie à gérer. »« Un compromis, alors ?» proposa Gabriel. « Pas d'emménagement, pas encore. Mais des moments ensemble, en dehors de l'hôpital, comme des gens normaux. » Élodie considéra cette proposition. Elle semblait raisonnable, permettant à leur relation, quelle qu'elle soit, de se développer naturellement, sans la pression d'une cohabitation immédiate. « Ça me semble juste, » acquiesça-t-elle. « Des moments ensemble, pour mieux nous connaître, vraiment nous connaître. » Le sourire de Gabriel s'élargit, illuminant son visage d'une joie qui effaça momentanément les traces laissées par son long séjour à l'hôpital. « Commençons maintenant, » dit-il en se levant de table, s'appuyant légèrement sur sa canne. « Venez, je veux vous montrer quelque chose. » Intriguée, Élodie le suivit à l'intérieur de l'appartement, jusqu'à une pièce dont il ouvrit la porte avec une certaine solennité. C'était une vaste bibliothèque dont les murs étaient entièrement couverts d'étagères, chargées de livres du sol au plafond. Au centre, 2 fauteuils confortables se faisaient face devant une cheminée au design contemporain. « Ma bibliothèque » présenta Gabriel. « Le seul endroit de cet appartement qui me semble familier, comme si j'y avais vraiment vécu. » Élodie s'avança, émerveillée, par la collection impressionnante qui s'offrait à sa vue.
des classiques de la littérature côtoyaient des ouvrages contemporains, des essais philosophiques, des livres d'art, des recueils de poésie. « C'est magnifique !» souffla-t-elle en effleurant du bout des doigts les reliures. « Je ne savais pas que vous étiez un tel amateur de littérature. »« Moi non plus », admit Gabriel avec un petit rire. Apparemment, l'ancien moi aimait les livres, même s'il n'avait probablement pas beaucoup de temps pour lire. Il s'approcha d'une étagère particulière et en sortit un volume. « Regardez, Prévert, comme celui que vous m'avez lu. » Élodie prit le recueil qu'il lui tendait, touchée par cette coïncidence. « C'est un signe, peut-être. »« Je le crois, » dit Gabriel avec une intensité tranquille. « Venez. » Il la guida vers les fauteuils et l'invita à s'asseoir face à lui. « Lisez-moi quelque chose, » demanda-t-il. « Comme avant. Mais cette fois, je suis vraiment là, complètement. » Émue par cette demande, Élodie ouvrit le recueil et choisit un poème. Sa voix s'éleva doucement dans le silence feutré de la bibliothèque, donnant vie aux mots de Prévert, créant un moment de grâce suspendu dans le temps. Lorsqu'elle eut terminé sa lecture, elle leva les yeux et rencontra le regard de Gabriel, empli d'une émotion profonde et indéfinissable. « Merci » murmura-t-il. Ils restèrent ainsi, immobiles dans le silence qui avait suivi le poème, partageant quelque chose qui dépassait les mots, une connexion qui s'était forgée dans l'obscurité et qui maintenant s'épanouissait dans la lumière. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Élodie s'apprêtait à partir, ayant fermement décliné l'offre de Gabriel de rester dans l'une des nombreuses chambres d'amis, il se tenait devant la porte de l'appartement, hésitant sur la façon de se dire au revoir. « Quand vous reverrai-je » demanda Gabriel, ne cachant pas son impatience. Élodie sourit, touchée par cette impatience qu'elle partageait secrètement. « J'ai mon jour de congé mercredi. Nous pourrions faire quelque chose ensemble. »« Quelque chose de simple ?» proposa Gabriel. « Un café, une promenade, comme des gens normaux. »« Comme des gens normaux » confirma Élodie. « Ça me plairait beaucoup. » Ils se regardèrent un long moment, hésitant sur la frontière à ne pas franchir encore. Puis, dans un geste à la fois timide et assuré, Gabriel se pencha et déposa un baiser léger sur sa joue. « Bonne nuit, Élodie » murmura-t-il contre sa peau. « Bonne nuit. »« Gabriel » répondit-elle dans un souffle. Dans l'ascenseur qui la ramenait vers le monde ordinaire, Élodie se surprit à toucher sa joue, là où les lèvres de Gabriel s'étaient posées. Un sourire flotta sur ses lèvres, tandis qu'elle réalisait que, pour la première fois depuis longtemps, elle regardait vers l'avenir avec une anticipation joyeuse. Les semaines suivantes furent comme un lent éveil pour eux deux. Ils se voyaient lors des jours de congé d'Élodie, explorant Paris ensemble, redécouvrant la ville avec des yeux neufs. Gabriel progressait dans sa rééducation avec une détermination inébranlable, passant de la canne à une marche de plus en plus assurée. Sa mémoire d'avant l'accident restait fragmentaire, mais cela semblait moins le préoccuper à mesure qu'il construisait une nouvelle vie, de nouveaux souvenirs. Dans le monde professionnel, des rumeurs circulaient sur le nouveau Gabriel Delorme. Le requin de la finance semblait avoir fait place à un homme d'affaires plus réfléchi, plus éthique. Il avait commencé à réorienter ses investissements vers des projets durables, socialement responsables. Certains y voyaient une stratégie marketing intelligente, d'autres une véritable conversion. Seuls quelques proches, Élodie en tête, connaissèrent la vérité. Gabriel construisait la vie qu'il voulait vraiment vivre, pas celle qu'il avait cru devoir mener. Un soir d'automne, environ 6 mois après sa sortie de l'hôpital, Gabriel invita Élodie à dîner chez lui. Leur relation avait évolué doucement, prudemment, chacun respectant l'espace et le rythme de l'autre. Ils n'avaient pas encore franchi certaines barrières, se contentant de baisers tendres et de caresses délicates, comme deux adolescents découvrant l'amour pour la première fois. Ce soir-là, cependant, Gabriel semblait particulièrement nerveux, presque solennel. Il avait préparé lui-même le dîner, une compétence nouvellement acquise dont il était plutôt fier, et dressé la table sur la terrasse sous un ciel d'étoiles particulièrement brillant. « J'ai quelque chose pour vous », annonça-t-il lorsqu'ils eurent terminé le dessert. Il lui tendit une enveloppe blanche, simple et élégante. Intriguée, Élodie l'ouvrit et en sortit 2 billets d'avion. Sa bouche s'ouvrit en un O parfait lorsqu'elle lut la destination. « Venise » murmura-t-elle incrédule. « Vous m'avez dit un jour que c'était votre rêve », rappela doucement Gabriel. « Je me suis dit qu'il était temps de le réaliser. » Élodie regarda les billets, puis Gabriel, partagé entre l'émotion et une légère inquiétude. « C'est tellement
Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, suggéra-t-il avec un sourire tendre. Dites que vous viendrez avec moi. Une semaine à Venise, juste nous deux. Gabrielle, c'est merveilleux, mais je ne peux pas accepter un cadeau aussi coûteux, protesta-t-elle faiblement, fidèle à ses principes d'indépendance. Il prit ses mains dans les siennes. Ce n'est pas un cadeau, expliqua-t-il. C'est un remerciement. Pour m'avoir ramené à la vie, pour m'avoir montré qu'il y a plus dans l'existence que le pouvoir et l'argent. Il fit une pause, cherchant ses mots. Et c'est aussi une promesse, un début. Un début de quoi? Demanda Élodie, son cœur battant un peu plus fort. De tout ce que nous voudrons, répondit Gabriel, ensemble. Les yeux d'Élodie s'embuèrent de larmes contenues. 6 mois plus tôt, elle était une simple infirmière menant une vie ordinaire, remettant à plus tard ses rêves et ses désirs. Et maintenant, elle se trouvait à la croisée des chemins, face à un homme qui lui offrait non seulement Venise, mais aussi un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. « J'ai peur », avoua-t-elle dans un murmure. « Moi aussi », admit Gabriel. « Mais vous m'avez appris quelque chose d'important. Parfois, il faut traverser la peur pour trouver la joie. » Élodie le regarda longuement. Cet homme qui avait tant changé, qui s'était reconstruit sous ses yeux, pierre par pierre, jour après jour. Et dans ce regard, elle vit tout ce qu'ils avaient à partager, la fragilité, la douleur, le rire, l'espoir, et tout ce qui était encore possible entre eux. « Oui », dit-elle finalement, sa voix ferme malgré l'émotion. « Oui, je viendrai à Venise avec toi. » Le sourire qui illumina le visage de Gabriel valait tous les trésors du monde. Il se leva, contourna la table et l'aida à se lever à son tour. Puis, avec une douceur infinie, il prit son visage entre ses mains et l'embrassa, un baiser qui semblait contenir toutes les promesses du monde. Plus tard, bien plus tard, alors qu'ils étaient allongés sur le canapé de la bibliothèque, blottis l'un contre l'autre dans un confort silencieux, Gabriel murmura contre ses cheveux « Tu sais, quand j'étais dans le coma, perdu dans cette obscurité sans fin, j'entendais parfois ta voix, comme une lumière lointaine, comme si tu me disais « Reviens, je suis là, je t'attends. » Et je crois que c'est pour ça que je suis revenu, pour te trouver. Élodie leva la tête pour le regarder, émue par cette confession. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Gabriel sourit, caressant sa joue du bout des doigts. « Maintenant, nous allons à Venise. Et ensuite, nous écrirons notre propre histoire, ensemble. » Dehors, Paris scintillait dans la nuit, témoin silencieux de ces deux âmes qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus improbables. Une infirmière dévouée qui avait nourri un millionnaire dans le coma. Un homme perdu qui s'était éveillé pour murmurer son nom. Et entre eux, un lien qui avait défié l'obscurité, la conscience, le temps lui-même, un lien qui maintenant fleurissait dans la lumière d'une seconde chance. Leur avenir était incertain, bien sûr, comme tous les avenirs le sont, mais ils l'affronteraient ensemble, pas à pas, jour après jour, construisant patiemment quelque chose de beau, de durable, de vrai, car ils avaient appris, chacun à sa manière, la leçon la plus précieuse de toutes. La vie est fragile, imprévisible, mais infiniment précieuse dans sa fragilité même. Et l'amour véritable, est le phare qui nous guide à travers les tempêtes, les doutes et les peurs, nous ramenant toujours inlassablement vers la lumière. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer d'écrire. Votre soutien est précieux et me touche profondément. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure littéraire.